Bonjour, je suis Valentine Chavat, je suis psychologue et je travaille au centre de l'obésité de la clinique des Cèdres de Cornebarieux. Avec ce diaporama, on va voir ensemble quelle est la part de la psychologie dans la prise en charge de l'obésité. On va également comprendre pourquoi une prise en charge avec une psychologue est présente au sein de notre équipe. On va apprendre à s'écouter, à se comprendre, à s'apprécier. Alors ce sont de vastes domaines, mais qui, vous allez voir, sont importants à travailler et à mettre en place. Pendant votre prise en charge en préopératoire, on va aborder ensemble quelques pistes de réflexion. Par exemple, mieux vous accompagner sur la maladie de l'obésité. S'interroger sur ce qui a pu être difficile, les difficultés relationnelles, les problématiques personnelles, etc. On va apprendre à lever les interdits des anciens régimes et des restrictions. On va aborder le lien entre les émotions et l'alimentation. On va vous accompagner et écouter vos difficultés pour mieux résoudre ces problématiques. On va prendre soin de votre corps, mais également de votre mental. On va apprendre à renouer avec son corps. On va accueillir et donc gérer au mieux les émotions quand celles-ci sont compliquées. On va également comprendre l'importance de la faim. Alors justement, la faim, on va en parler dans tout le diaporama. On va commencer par cette question. Quand commencer à manger? On va apprendre à différencier deux types de faim. La première, la faim physique. La seconde, la faim mentale. En fait, on va apprendre à distinguer, à dissocier le besoin de l'envie de manger. On commence par la faim physique. Alors, on va essayer de remarquer que physiquement, le corps nous donne de l'information via des symptômes. Les premiers symptômes que le corps nous donne pour comprendre qu'il a besoin qu'on aille s'alimenter pour apporter de l'énergie à son bon fonctionnement, ce sont ceux-ci. Les gargouillis, les crampes d'estomac, sensation de vide ou de creux. Ces symptômes se situent tous au niveau de l'estomac. En fait, c'est l'estomac et donc le corps qui nous parle et qui nous demande de nous diriger vers la nourriture. Mais si pour quelconque raison que ce soit, nous n'entendons plus ces symptômes-là, il va être obligé de donner d'autres informations qu'on appelle symptômes secondaires, tels que maux de tête ou vertige, baisse de la concentration, baisse de l'attention, pourquoi pas une fatigue, une irritabilité, des tremblements, etc. Il y a d'autres symptômes qui peuvent exister. En fait, le corps essaie tant bien que mal de nous faire comprendre que la nourriture et donc l'apport d'énergie est nécessaire à son fonctionnement. On va donc commencer à remarquer, à apprendre à écouter notre corps pour mieux le comprendre, pour mieux le satisfaire. La deuxième, c'est la faim mentale. Souvent on me dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont toutes les autres raisons qui font qu'on se dirige vers la nourriture alors que physiquement, le corps ne demande rien. Le seul symptôme physique qu'on ressent, c'est la salivation. On remarque qu'il y a 4 formes de faim mentale. On peut manger par habitude, c'est-à-dire qu'on mange des fois selon certaines heures, selon certains rituels, même par automatisme. On peut manger par gourmandise. Tout dans l'environnement peut déclencher l'envie de manger, que ce soit une pensée, une odeur, une image, etc. On peut manger par le côté social. En effet, c'est social de manger lors d'un repas, en famille, entre collègues, etc. Dans ces moments-là, on a parfois du mal des fois à refuser ce qu'on nous propose. On se resserre plus facilement. On est pris par les discussions et donc il est difficile d'entendre notre estomac. La dernière, on parle de faim émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il y a un lien entre les émotions et la nourriture. En effet, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire que je sois triste, anxieux, énervé, frustré ou que je m'ennuie, je peux me diriger vers la nourriture dans le but de rechercher un réconfort ou un apaisement. Cette alimentation est vécue un petit peu comme un doudou qui viendrait compenser nos difficultés.
L'apaisement apporté par la nourriture est quasi instantané, car cela vient stimuler les hormones du plaisir et de la récompense. La nourriture est également facilement accessible et donc plus facile, entre guillemets, de se diriger vers elle plutôt que d'aller vers un autre comportement. On a donc l'impression, je dis bien l'impression, de nous sentir mieux après avoir mangé, mais ça c'est sur une courte durée, parce que par la suite, sur un moyen et long terme, on risque d'être déçu, frustré, d'avoir craqué, d'avoir cédé à nos pulsions. C'est ainsi que les émotions peuvent provoquer ce que j'appelle le cercle vicieux entre émotion et nourriture, que je vous montre juste ensuite. Voilà sur ce schéma ce que j'appelle le cercle vicieux entre émotion et nourriture. Sous le coup de certaines émotions, dans la bulle orange, qu'elle soit positive ou négative, on vient de le voir, on peut être tenté d'aller vers la nourriture, cette bulle bleue, dans le but de rechercher un réconfort, un apaisement ou un calme, cette bulle verte. Mais par la suite, dans cette bulle violette, on peut être déçu, frustré, voire même on peut ressentir une culpabilité. Ces émotions-là, déception, frustration, culpabilité, sont des émotions dites négatives. Et ainsi, on re-rentre dans le besoin de se diriger vers la nourriture. Chez nos patients, quand ce cercle vicieux est mis en place, on va chercher à le travailler, on va apprendre à gérer, à nommer les émotions. On va également chercher à trouver d'autres comportements alternatifs à la nourriture. Je vous pose maintenant une seconde question, qui est quand s'arrêter de manger? On va apprendre à distinguer le rassasiement de la satiété. Souvent, ces termes sont confondus. On va voir pourtant qu'ils sont différents. Le rassasiement. Alors, c'est quoi être rassasié? Ça veut dire quoi? Et c'est le moment où vous n'avez plus de plaisir à manger un aliment qui est devant vous. Alors, on peut être rassasié d'un aliment, mais encore avoir faim physiquement pour autre chose. C'est la raison pour laquelle on passe dans un repas d'aliment en aliment. La satiété, c'est quoi? C'est le moment où vous n'avez plus faim physiquement. C'est-à-dire que votre ventre est juste assez plein. C'est agréablement rempli. On a la sensation d'être satisfait. On ressent un bien-être physique après avoir mangé. On a donc moins d'attrait pour les aliments. Pour être capable de ressentir et de reconnaître la satiété et donc de manger à sa faim, un facteur est primordial, il faut donc prendre son temps. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi-même, nous vous recommandons de manger au moins en 20 minutes. Alors pourquoi? C'est le temps nécessaire à la satiété, qui est une hormone, de se mettre en place et donc de se manifester pour se dire « Ok, c'est bon, je m'arrête, là je n'ai plus faim ». Si nous insistons autant sur le temps de repas, c'est qu'il est important de ne pas dépasser la satiété. Et donc, il est important de ne pas continuer à manger alors que le corps n'a plus besoin qu'on lui apporte de la nourriture. On va donc éviter certains types d'inconfort comme des douleurs gastriques, des sensations de ballonnement et des gonflements, même de lourdeur après avoir mangé. Pourquoi pas une fatigue après un repas, des difficultés à se mouvoir, à bouger, etc. Il est donc primordial de s'écouter. Sur ce baromètre, à gauche, quand il est noté « je meurs de faim » ou « j'ai faim, je mange », c'est que physiquement, le corps nous a demandé d'aller vers la nourriture. Donc cette faim physique. Plus j'approche le centre du baromètre, plus je me rends compte que j'ai moins besoin de manger. Jusqu'à être au niveau de la satiété, cette phrase en vert, je me sens bien nourri. Si je continue à manger, je bascule à droite de mon baromètre, où mon ventre est trop plein, mon ventre est plein à craquer. Là, je suis dans le dépassement de satiété. On va donc apprendre à jauger ce baromètre et s'arrêter de manger à satiété. On vient de voir des pistes de réflexion en préopératoire. L'opération n'étant pas la finalité, avec mon équipe, on vous suit également en post-opératoire. Et donc d'autres discussions sont abordées ensemble en thérapie, telles que changer la définition de soi, accueillir les émotions et donc apprendre à les gérer quand celles-ci sont compliquées, même en post-opératoire. On va apprendre à penser mince, entre guillemets.
On va se réapproprier l'image du corps qui, bien sûr, change après une opération bariatrique. On va continuer à mieux écouter nos sensations alimentaires pour mieux écouter nos besoins et mieux y répondre. On va s'écouter soi. On peut également aborder ce qu'on appelle la confiance en soi, l'estime de soi, et toute difficulté qui pourrait être ressentie par nos patients. Voilà, j'ai vu avec vous quelques pistes de réflexion que l'on aborde ensemble en préopératoire comme en post-opératoire. J'espère avoir répondu à des questions que vous auriez pu vous poser. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.